Si demain, tu es ministre de l'Éducation nationale, tu fais quoi? Je demande à ce qu'on sanctuarise l'éducation nationale pendant 10-15 ans et qu'on fasse confiance aux profs et aux équipes pédagogiques. Si ton enfant, il dort bien, si tu l'éduques à bien manger, si tu lui apprends à bien respirer, à bien bouger, à bien gérer son stress, et bah après tu pourras effectivement lui demander des volumes de travail et des exigences plus importantes. Déjà les collègues à la bonne vôtre. Ouais. Santé. Santé. À cette rencontre, entre collègues. Oui. Alors aujourd'hui c'est une vidéo très spéciale, je suis accompagné de 3 collègues et amis, on va parler enseignement, on va parler éducation. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, je m'appelle Raphaël Blaro, je suis prof de chimie en classe prépa, vulgarisateur scientifique sur YouTube et je fais aussi parfois un petit peu de formation en ligne. Le but de la vidéo c'est pas de parler de formation en ligne, s'il y en a que ça intéresse je vous mets des liens en description, mais il se trouve qu'à travers ces formations avec des collègues, donc ici Nelly, Arnaud et Philippe, et ben on a créé du lien et puis on s'est dit que ce serait cool de se rencontrer, de discuter notamment d'enseignement, d'éducation et on s'est dit pourquoi pas partager ça avec vous. Oh là, attendez, pas trop vite. Avant de continuer cet échange entre professeurs, on va déjà revenir à la soirée d'avant où Arnaud nous a rejoints pour déguster du whisky. Ensuite, la matinée, Philippe nous a rejoints et Blablaro n'a pas pu s'empêcher forcément de leur faire une initiation aux arts martiaux. Et ben oui, rien de tel que de se dépenser avant une bonne discussion pour avoir l'esprit au clair. Tu défends, paf, allez, shoot. Encore. C'est bien. Pousse. Il allait me mettre un coup de tête, le gars. La force, le cœur et la sagesse, on vient recouvrir sa force. Merci les gars. C'était top. Bien joué. Nickel. Allez, barbecue, magret, vin jaune, tout ça, comptez. Donc moi c'est Raphaël, 37 ans et j'enseigne en classe prépa 2e année, donc DPC. Moi c'est Philippe, j'ai 46 ans, ça faisait 19 ans que j'étais en lycée pro. J'ai eu la grecque, je vais changer. À la rentrée, je vais enseigner en collège à des 5e et puis en lycée à des premières STI 2D, terminale STI 2D et terminale enseignement scientifique. Arnaud, 46 ans, enseignant physique-chimie depuis 22 ans. J'enseigne en collège en éducation prioritaire renforcée, donc 5e, 4e, 3e. Nelly, 35 ans, ça fait donc 15 ans que je suis enseignante et là cette année je vais passer donc du collège au lycée pour avoir donc des secondes, des premiers enseignements scientifiques et première ST2S. C'est la cadette de notre bande? C'est ça. Bien, alors première question. En fait on a collège-lycée, collège-lycée du coup, et collège transition vers le lycée et prépa. Ok. Alors Phil, réponse courte, pourquoi es-tu devenu prof? Pour la passion de transmettre en fait, tout simplement parce que plus jeune j'étais animateur dans des associations. J'ai enseigné assez tôt aussi, j'ai été contractuel plus jeune et de voir les yeux qui brillent, qui pétillent quand tu te rends compte que les jeunes ils comprennent ce que tu leur expliques ou ce qu'ils font. Voilà, c'est ce qui me plaît. Je crois que voilà, on peut être que d'accord avec la synthèse de Phil. Je crois que c'est pareil. C'est pareil aussi. Hein. Voilà. Ouais, donc la satisfaction de voir quelqu'un qui apprend, qui réussit, qui est satisfait de ses progrès. Tout à fait. La volonté de transmettre, ouais. de faire la progresser. Curiosité. Il y a une notion d'altruisme qui est hyper importante. Hein, tu veux vraiment faire réussir l'autre et pas le sanctionner pour qu'il travaille sous la contrainte. C'est comment l'accompagner pour qu'il puisse donner le meilleur de lui-même. Et qu'il vole de ses propres idées. Ouais. Au départ, je voulais pas être prof. Je voulais être vétérinaire, tu vois, moi. Ah ouais. Et puis ça a changé, ça a évolué. Après, tu sais jamais, quand t'es collégien, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Bah, tu sais pas forcément, t'as des idées, mais... Et puis après, je me suis dit, ça peut être sympa de transmettre, expliquer aux autres, la façon d'expliquer aux autres. Quand t'as des collègues élèves à qui t'es et que tu essaies de résoudre des problèmes et que t'es obligé de travailler en groupe et qu'il y en a qui sont bloqués ou tu essaies d'expliquer à ta façon et tu vois que tu les débloques, c'est une satisfaction, tu te dis, pourquoi pas en faire mon métier plus tard. Ouais. Est-ce que plus c'est qu'à ce moment-là, t'apprends autant que celui que t'as débloqué? C'est ça, ouais. Toi, Nelly, première expérience de transmission? Moi, c'était en 3e. En fait, au départ, je vais être professeur des écoles. Et donc, je suis allée avec mon ancienne maîtresse de CP. J'ai beaucoup aimé, en fait, d'aider. C'était des élèves de CP encore. Et j'en gardais un très bon souvenir. Et je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Et donc, j'ai continué. Il fallait avoir une licence. Donc, j'ai continué en physique-chimie parce que ça me plaisait. Et à la fin de la 3e année de licence, finalement, j'ai tellement aimé la physique-chimie que je suis devenue prof de physique-chimie. Ah ouais. Ok. Donc, excellent. moi, depuis la 3e. Ouais, ça date quand même. Moi, c'était vers le collège, je crois, où j'avais commencé à dire je voulais devenir prof de maths au départ. J'étais plus un matheux que physicien ou chimiste.
Et mes premières expériences, ça a été les cours particuliers. C'était de donner dès le collège, je donnais des cours particuliers. Et après, je crois que ce qui a ancré le truc, c'est des fois des profs qui m'ont marqué, en fait. Dédicace à Monsieur Sébrier. Je crois que c'est ce gars-là qui a fait le déclic. Et en fait, au début, je me suis dit, je voudrais être prof au lycée. Après, j'ai découvert le post-bac et je me suis dit, en fait, idéalement, le post-bac. Et puis, en fait, après, c'est le concours qui décide. C'est pas vraiment toi, mais non, l'autre chose que j'avais envie de savoir, quelle est votre plus grande satisfaction dans votre boulot de prof? Alors ça peut être au sens large, ça peut être soit dans la condition, comment ça s'intègre dans le mode de vie, ça peut être vis-à-vis du confort de travail, des vacances, j'en sais rien. Qu'est-ce qui fait que c'est un travail qui est ultra satisfaisant? Et dans l'autre sens, évidemment, il y aura la question antagoniste. Quelle est la plus grosse insatisfaction inhérente à votre travail de professeur? Alors la plus grande satisfaction, c'est, hormis le temps de présence devant les élèves qui nous est imposé, on organise quand même son temps de travail comme on le souhaite. On a une certaine liberté. Si on veut travailler pendant les vacances, on peut travailler pendant les vacances. Si on veut travailler le soir très tard, on peut travailler. Ce qui n'est pas permis dans tous les métiers. Je trouve que de ce côté-là, on a une certaine liberté. Et après, le côté peut-être négatif, c'est la liberté pédagogique. Je ne sais pas si on l'a autant que ce qu'on devrait. Ouais. Oui, ça manque de souplesse. Ce que tu me disais, notamment ce que tu me racontais hier soir, par exemple avec l'histoire du programme de 5e, 4e, 3e, où tu es obligé... Là, on travaille en cycle. Tu répartis comme tu veux. En fait, ça te crée vachement de contraintes. C'est ça, il y a des contraintes qui sont mises de ce côté-là. Et puis après, c'est vrai que, je pense que c'est l'organisation du temps de travail hors présence des élèves qui nous laisse le plus de souplesse possible. Malheureusement, ça n'inclut pas les instits. Oui, c'est vrai. Mais on n'en a pas ici. Moi, je vais répondre du coup en deuxième. Ma plus grande satisfaction, évidemment, la première, c'est ce qu'on a dit au début, la transmission. Moi, de voir les élèves passionnés pour la chimie, etc. C'est le premier truc qui me porte énormément et qui me donne envie de me lever le matin. Et après, je dirais au niveau cadre de vie. En prépa, j'ai un nombre d'heures qui est pas énorme devant les élèves. Par contre, il y a une charge de travail qui est assez colossale à côté. Et c'est vraiment, ce que tu as dit, l'organisation flexible. Moi, par exemple, je travaillais beaucoup pendant les vacances pour essayer d'être assez libre le soir. Et il y a des collègues qui font l'inverse. Ils vont bosser le soir pour pas bosser pendant les vacances. C'est vrai que ça, c'est du luxe. Et moi, la plus grosse insatisfaction, je dirais que ça fait 9 ans que j'ai pas un seul étudiant qui m'a dit vouloir être prof. Ça, j'avoue que c'est quelque chose avec lequel j'ai beaucoup de mal, surtout quand on sait que des étudiants qui font classe prépa, filière PC sont techniquement les mieux formés, les mieux placés pour devenir des professeurs de physique-chimie, et que t'en as pas un seul qui veut faire ça en 8-9 ans, là ça commence à faire long, alors que les premières années où j'enseignais, tous les ans t'en avais 1, 2, 3, 4, et là vraiment plus rien. Donc voilà, ça c'est vraiment grosse déception, et vu la succession des dernières réformes, je vois pas trop comment on va remonter la pente. Vous en avez, vous, au collège-lycée, qui vous disent vouloir être prof ou pas? Ouais, pas forcément de physique. Ouais. Mais des élèves qui disent moi j'aimerais bien être prof d'histoire géo par exemple, cool. ça me Moi, plaît. français. Ça me rassure. Mais il y a quand même des élèves qui ont envie. Mais je sais que il y a toujours des élèves qui sont demandeurs, qui ont envie de. Puis après ils sont assez curieux en éducation prioritaire renforcée. Ouais. Ils aiment bien connaître ton parcours, ce que tu as fait. Okay. Ils questionnent beaucoup par rapport à ça. Et après ça peut leur créer aussi des rencontres tout simplement. Ça se passe bien avec tel prof, peut-être que on ouvre le champ des possibles. Je trouve que ça c'est important pour eux. Ah ouais, c'est bien parce qu'en vrai c'est difficile, moi je trouve. Je vois même à un âge avancé, tu vois, ils savent ce qu'ils aiment, mais ils savent pas ce qu'ils veulent faire ni comment le faire. Après, tu vois, au collège on est plus dans l'affect. Le fait que l'élève aime la matière passe souvent par la relation qu'il peut y avoir avec l'enseignant. Et c'est ça qui est primordial, c'est créer un climat de confiance avec l'élève. L'envie d'être là. L'envie d'être là, ce qui fait que il va prendre goût à la matière, alors que forcément il n'avait pas forcément pas quelque chose qui lui plaisait. Ce que je retrouvais moi au lycée pro. J'avais un cycle de 3 ans, on les prenait en seconde jusqu'en terminale, et il fallait construire cette relation de confiance et d'affect. Une fois que ça arrivait, je ne veux pas dire que tu faisais faire n'importe quoi aux élèves, mais ils te suivaient. Voilà. Ils faisaient confiance, ils font confiance et puis ils avaient envie de venir avec toi. Et du coup, on a Arnaud et moi qui ont répondu. Alors moi, ma plus grande satisfaction, c'est... Moi, je suis joueuse, donc j'aime me mettre des jeux. Au collège, c'est vrai que j'avais une très grande souplesse de faire des escape games, de faire des timelines, voilà. Et c'est vrai que pour moi, en tout cas, en tant que prof, c'est que je peux essayer de transmettre peut-être d'une autre manière plus ludique. Et ça, moi, je sais que ça me fait vraiment plaisir. Voilà, ce côté de leur faire apprendre autrement. Donc vraiment les faire apprendre par le jeu, du coup. C'est ça, ouais. De manière originale. Et au collège, mettre des films, parler d'Avatar, de Star Wars, mais leur faire comprendre certaines notions, notamment les atomes avec les petits jeux de protons, avec des petites pastilles en bois de différentes couleurs. En fait, j'avais 90% de mes élèves qui avaient compris, quoi. Juste avec ça, ils disaient mais c'est facile. T'as compris la logique. Et maintenant, il faut essayer de retransmettre. Et t'as d'autres idées, du coup, dans la même... c'est infini, quand tu parles là-dedans.
C'est ça. Au lycée, je sais pas trop, parce que comme au collège, je trouve que j'ai l'impression que j'avais un peu plus de liberté par rapport à ça. J'ai peur qu'au lycée, comme il y a le bac, je sais pas. Peut-être qu'avec les secondes, j'arriverai encore à faire ça, mais après, quand je vais monter en niveau, Disons que le dosage va être dépendant du public. C'est-à-dire qu'avec des secondes où tu as des gens qui veulent pas faire de physique-chimie, ça vaut le coup de les attraper par cette manière-là. C'est ça. Une fois que tu as des gens qui ont choisi de faire des sciences et qu'ils ont des échéances, c'est vrai que... Mais c'est une question d'équilibre. Ouais, c'est ça. De toute façon, je vais tenter et puis je vais voir. Ouais. D'accord. Et la plus grande insatisfaction, entre guillemets, s'il y en a une? Je dirais, c'est peut-être les réformes. Je trouve, sur le peu d'années où j'étais prof, j'en ai eu quand même 2 ou 3. Je me dis, tu vois, t'as pas le temps d'installer quelque chose que finalement, bim, 5 ans plus tard, ça rechange. Je sais pas, qu'on change de programme comme ça aussi rapidement. Je rebondis sur la dernière réforme parce qu'il y a un truc qui me vient, moi, qui m'agace profondément, mais c'est plus sur la fin de lycée. Donc, la fin de lycée avant d'aller dans le supérieur, c'est-à-dire quand tu regardes les programmes de terminale, tu vois, en physique-chimie, c'est quand même hyper dense, hyper lourd. Moi, tous les collègues avec qui j'en ai parlé, chaque fois, c'est bon, on bourre un chapitre par semaine, voilà, on les gave. Ça marche plus ou moins, mais en fait, tu es sur des programmes du coup qui sont hyper denses et où en face, tu mets des exigences hyper basses. Et du coup, les élèves, en fait, ils survolent un peu tout. Ils n'ont pas cette sensation un peu satisfaisante, justement, que quand tu apprends, tu as vraiment compris un truc et tout. Tu leur donnes pas trop la chance d'avoir cette sensation. Après, évidemment, bon, t'en as qui vont être dans de meilleures conditions. Donc déjà, je trouve que c'est pas très satisfaisant pour l'élève. Derrière, tu lui mets du coup une évaluation, comme il n'a pas eu le temps beaucoup de s'entraîner, qui est un peu, des fois, ras des pâquerettes, voire quand tu discutes avec certains collègues du bac, que je vais pas citer, ils te disent, en fait, maintenant, on nous dit que si l'élève il met pas le bon nombre de chiffres significatifs, on met les points. S'il oublie l'unité, il peut l'oublier 2-3 fois, on met les points. Et tu vois, en fait, on truc comme ça la notation, on triche sur l'exigence et comme ça les étudiants disent c'est bon, tu vois, j'ai eu 17, je suis bon, mais en fait on lui a donné plein de points où normalement on sait tous ici qu'on les donne pas et que dès qu'ils vont arriver après le bac on les donne pas. Et du coup je trouve que ça crée, tu vois, ça te crée un espèce de gros toboggan où ils peuvent pas se rattraper quand ils arrivent dans le supérieur. Ça, moi, c'est vraiment un truc où je trouve qu'on fait vraiment une profonde erreur. Tu vois, t'as ce message souvent de faut être bienveillant avec les élèves, etc. Et bienveillant, c'est pas mettre des bonnes notes. Être bienveillant, ça passe aussi par de l'exigence et de voir avec l'élève ce que t'as fait là, c'est bien, et là, ce que t'as fait là, ça convient pas. Et si tu lui mets les points quand ça convient pas, pour moi, ça convient pas. Et du coup, j'avais envie de rebondir, savoir si vous, au collège, il y avait aussi ce truc-là. On avait des correctifs. Là, cette année, après, le sujet était pas très compliqué. C'était basique. C'était vraiment... Non, mais que les sujets soient faciles, ça, c'est pas... Mais après, je trouve que en termes de... Il n'y a pas eu de correctif académique. On est le... Ok. Ils vous ont pas demandé de mettre des points à des réponses fausses. Ça, c'est déjà bien. Et après, la nécessité d'avoir le brevet pour rentrer en classe de seconde, ça peut être discuté, mais je trouve que c'est bien aussi, ça met un objectif aux élèves et surtout ceux qui visent une seconde générale et technologique. Seconde GT. Je pense que c'est un plus parce que moi, en tant que professeur principal de 3e, il y en a pour beaucoup. Tous les élèves, moi, quand je fais un sondage, j'ai peut-être un qui veut aller en professionnel et tout le reste, il veut être en seconde générale. Mais je pense de leur mettre une condition en disant, oui, mais finalement, peut-être qu'entre... Le conseil de classe dit non, mais en même temps, vous avez, on va dire, encore une barrière pour ne pas aller en seconde générale, pour leur dire attention, là, le niveau n'est pas acquis. Et après, c'est vraiment un travail de longue haleine pendant 2-3 trimestres avec les parents, tout ça. Et finalement, il y en a certains qui se rendent compte que non, c'est peut-être pas ça la seconde générale. Et puis, on arrive à construire quelque chose, en tout cas quelque chose qu'ils ont envie de et tu dis, du coup, ils veulent tous quasi faire seconde générale, mais... C'est parce qu'on met la seconde générale au-dessus ou c'est parce qu'ils veulent vraiment ça, d'après toi? Je pense qu'on met la seconde générale au-dessus. Je pense que la voie professionnelle n'est pas mise en valeur. Elle a une mauvaise image. Elle a une très mauvaise image. Il y a une très très mauvaise image. Et c'est un travail à faire avec l'élève, mais aussi avec les parents, parce qu'il y a aussi beaucoup de parents qui pensent que la voie professionnelle... Plus avec les parents, j'ai l'impression. Mais... Oui, parce qu'après, il y en a certains, les élèves, en discutant, finalement, ils arrivent à trouver... Là, j'ai eu le cas d'un élève qui ne savait rien faire. Il ne voulait rien. Et au final, en discutant, sa mère me dit, il aime bien faire les gâteaux. Et donc, tiens, et puis finalement... Tu tires le fil. Tu tires le fil, il a fait un stage en pâtisserie, ça lui plaît, et puis finalement il a trouvé sa voie. Mais pendant 2 trimestres, lui il aurait perdu son temps s'il avait fait en général. C'est ça. Et surtout tu tires le fil, mais c'est un par un, c'est les 28 finalement que tu dois... Surtout que, ayant été là-dedans pendant presque 20 ans,
Tu démarres l'année si ton effectif n'est pas au complet, et puis tu as des élèves qui sont en seconde, et puis au bout d'un trimestre, on te dit non mais ça va pas quoi, il faut que vous les récupériez. Donc après, s'ils arrivent à trouver une formation, c'est bien, mais ils perdent un trimestre pour rien, quoi. Alors que si le choix a été fait au départ avec une vraie volonté de bien orienter les gens en fonction des compétences et des capacités, ça permettrait aussi de revaloriser l'enseignement en pro. Alors moi, ça c'est une de mes insatisfactions, puisque j'étais enseignant d'enseignement pro longtemps, c'est justement l'image qui est renvoyée, quoi. C'est une image liée à l'échec. Alors que je m'enorgueillis, et ça c'est une de mes satisfactions, de 2 élèves que j'ai eus en bac pro système électronique numérique. Ils se reconnaîtront peut-être s'ils voient la vidéo. Un a fini ingénieur dans le son et l'autre analyste financier dans une banque au Luxembourg, en passant par un bac pro. Ouais, donc tout va bien quoi. Je leur avais expliqué en terminale comment il fallait bosser en BTS. Ils ont un peu de mal au départ, puis après ils s'y sont mis, puis derrière ils ont explosé parce que c'était des bosseurs. Après, une des autres satisfactions, c'est justement la qualité de vie, l'organisation. Une des autres insatisfactions que j'ai, c'est à contrario, l'image qui est renvoyée, que les gens ne voient pas qu'on bosse à la maison, quoi. Tout le temps cumulé à la maison, ça, personne ne le voit. C'est vrai que j'avais pas parlé, mais ouais, ça, je suis un peu, ça m'agace un peu. Le regard de la... Je sais pas si vous avez lu le bouquin L'ex plus beau métier du monde de William Lafleur, un ancien collègue. Il décrit très bien ça, en fait, le regard des gens sur le métier de prof. Ouais, à la fois, c'est devenu un métier du coup qui est beaucoup plus dur qu'avant et du coup, pas grand monde veut le faire. Enfin, en tout cas, moi, de ce que j'observe et des chiffres, on voit bien qu'il y a plein de places qui sont pas pourvues, donc les gens veulent pas le faire et en même temps, ils disent ouais, mais t'es tout le temps en vacances. Tu bosses, je sais plus l'autre fois qui m'a dit tu bosses 15 heures par semaine. Ah bon? Putain, j'aimerais bien, mais... C'est aussi ce qui est véhiculé. Les gens ne se rendent pas compte du temps de préparation qu'on peut avoir. Et tu as aussi, dans la même veine, je sais pas si vous en avez dans votre entourage, mais comme tout le monde a déjà eu un prof, tout le monde est passé à l'école, tu as aussi des gens qui t'expliquent comment tu devrais faire ton boulot en disant oui, mais ça, regarde si t'enseignais comme ça, comme lui là dans sa vidéo, hop, ça serait bien. Enfin, tu vois, qui vont fantasmer un peu le métier en disant bah c'est bon, je sais comment faudrait le faire. Et ce qui participe peut-être au fait que bon, on va recruter des profs avec aucune formation. Et après, à contrario, les parents, ils se sont retrouvés contraints pendant le confinement, parce que je me rappelle une maman me l'avait dit au téléphone, à faire à côté de ce qu'on faisait par visio ou par travail en ligne, du boulot à leurs enfants. Et puis il y a des parents qui se sont dit ouais, c'est compliqué, quoi. Des gens qui peut-être se plaignaient avant de ce qu'on faisait, puis on touchait un peu du doigt à la maison. Oui, avec 1 ou 2 enfants, voilà. Pas avec une classe. Pas avec une classe. Mais c'est vrai que le confinement a fait qu'il y en a certains parents qui ont changé de regard au niveau en tant qu'enseignant. Moi, j'ai vu le avant et le après. J'ai eu des retours plutôt positifs en disant mais vous faites un beau métier en fait. Enfin, c'est gentil de leur part, quoi. Ok, et du coup, tiens, question, vous estimez que vous bossez combien d'heures par semaine? Parce que du coup, est-ce qu'on bosse 15 heures par semaine? Alors moi, je connais un peu les résultats des sondages, mais à titre individuel. Alors sachant qu'un truc à savoir, quand on est prof, on travaille beaucoup plus en début de carrière. Moi, les premières années, voilà, j'étais plus vers 70 heures parce que j'essayais de survivre. Et tu travailles plus quand il y a changement de programme? Moi, je dirais facilement une quarantaine d'heures par semaine. Pareil. Facilement. Après, voilà, ça, les 40 heures par semaine sont faites largement. Et ce que tu dis, ça rejoint une statistique officielle. Oui, je crois que c'est en moyenne, je crois que c'est 43 heures. Je crois que c'est ça a monté. Moi, à l'époque où j'ai regardé, c'était 40 à 41. Il y avait 1 heure d'écart en moyenne entre les agrégés certifiés. Donc il me semble que c'est sur des matières littéraires. Mais c'est une quarantaine d'heures en moyenne. Au collège, là où tu étais, vous aviez un agent de labo ou pas? Alors, j'en avais eu un. Quand je suis arrivée, c'était le dernier du collège dans Paris. J'en ai eu un pendant 2-3 ans. Et après, fini. Et puis après, c'est l'heure de vaisselle, ouais. Parce que nous, on avait une agent de labo qui part en retraite, pas remplacé, et donc on va tomber sous l'heure de vaisselle aussi. Ouais. Ah, ouais. Alors on essaie d'optimiser. Au labo, on a fait installer un lave-vaisselle pour pouvoir laver tous les tubes. Pourquoi tu ne fais pas faire par les élèves? Tu peux faire une partie, mais... Un pré-nettoyage. Voilà. Et quand vous dites 40 heures larges, c'est en comptant... Est-ce que c'est en faisant une moyenne en lissant avec les vacances ou Avec une partie des vacances, parce que... Mais mettons que tu vas travailler moins. Moi, par exemple, je travaille moins en vacances. Je travaille quand même, mais je travaille moins. Donc, est-ce que tu fais la moyenne vacances-non-vacances ou est-ce que tu dis 40 heures, c'est semaine scolaire? Pour moi, c'est semaine scolaire. Semaine scolaire, donc 40 heures, et en vacances, tu bosses... En vacances, beaucoup moins. En vacances, une semaine sur 2, mais pas 40 heures. Moi, je fais... Voilà. Une semaine sur 2, je dirais quoi, une vingtaine d'heures. Moi, je fais pareil que je bosse là, en gros, je prends la moitié des vacances pour bosser. Bon, je fais des journées, 9h-17h, quoi. Donc, je fais à peu près, je pense, une semaine de 35 heures et une semaine où je bosse très peu. Non, moi, c'est une semaine de coupure. Moi, il me faut une... il y a une semaine de coupure, mais une semaine sur 2... Ou alors, je termine de corriger quelques copies, oui, quoi. Oui. Mais c'est ça qui est bien, chacun a sa stratégie de comment tu organises.
Mais moi, ouais, pour donner une idée, je pense que mon organisation, ouais, ça va être, je vais être à 40 heures à peu près dans la semaine. Un tout petit, j'essaie de faire un peu moins, mais ça va dépendre des DS et tout. J'ai des semaines où je vais plutôt faire 35, et si je prends un DS, plutôt 45. Les vacances, je vais bosser une semaine très fort et une semaine quasiment pas, pour essayer de couper. Et sur les grandes vacances, en gros, je vais travailler souvent les 2 premières et les 2 dernières semaines, et je vais couper au milieu 4 à 5 semaines. Donc voilà, mon organisation perso. Mais il y a par exemple, j'ai des collègues, il y en a un, lui, il bosse tout l'été. Il fait 2-3 heures par jour tout l'été. Moi, je l'avais déjà fait, et mon impression, à la fin, j'arrivais à la rentrée, je me disais, mais j'ai pas vraiment pris de vacances et j'ai pas vraiment bien bossé. Moi, je préfère bosser une journée comme ça. Ouais, hop, c'est ça. Et hop, c'est fini. Ouais, Moi, je préfère on ou off, et ouais, c'est plus facile à gérer finalement. Ok, cool. Chill. Bon, c'est... Round Chill. 2. Et la vodka, elle est bonne. Très bonne. Et donc, la question d'après, celle-là, je l'aime bien. Si demain, on commence par Nelly, tiens. Si demain, tu es ministre de l'Éducation nationale, tu fais quoi? Que ça soit des enseignants qui viennent en fait au ministère et qui discutent, et que ça soit pas peut-être des intermédiaires, des gens qui sont déconnectés du terrain, tu veux oui, dire? voilà. Vraiment, ça soit plus concret, quoi, peut-être, je sais pas, des profs syndiqués, enfin, j'en sais trop rien, ou non, mais non, peut-être pas syndiqués, mais enfin, en tout cas des profs, non, je sais pas. Ah, juste avec ça m'a buzzé. Tu sais, tu mets ça dans les premières 5 secondes de la vidéo. Mais je suis d'accord avec toi, surtout pour ceux qui font les programmes. Voilà, pour les Parce que des fois, programmes. ils sont complètement déconnectés. C'est parce que les programmes, moi, je me demande qui fait les programmes, en fait. Et ce serait bien que, voilà, qu'il y ait quand même. Il y a des groupes de travail avec des profs. Mais moi, je sais pas, en fait. J'aimerais bien savoir Oui, non, mais comment des- est-ce que. Elle comment veut était faire fait. partie du prochain groupe de travail. Retenez son nom, Nelly. Académie de Versailles. En fait, c'est compliqué parce que tu as des groupes de travail quand même avec des profs. Et des fois, tu vois que l'idée sous-jacente d'un programme, elle est merveilleuse, elle est géniale, mais que le programme dans la pratique, tu as ton carré, il est comme ça, et le truc, il est comme ça. Tu vois, mais ça rentre pas, les gars, quoi. Enfin, moi, c'est la sensation que j'ai. Ouais. Et donc, si tu as que des élèves qui n'ont aucune lacune et qui ont toujours réussi leur scolarité, ça va, mais dès qu'il y a un souci ou que tu es malade. Donc, ouais, je dirais que les profs reviennent peut-être plus dans le ministère de l'Éducation. Ok. Ça, c'est intéressant. Arnaud, Arnaud, il a fait de la politique en plus. Moi, ministre. Ministre de l'Éducation nationale. Moi, je ferais comme en Finlande. Je demande à ce qu'on sanctuarise l'éducation nationale pendant 10-15 ans et qu'on fasse confiance aux profs et aux équipes pédagogiques qui construisent les choses. Et puis dans 15 ans, on fait l'évaluation. Puis on voit si ça a progressé ou pas. J'aime beaucoup l'idée, mais ça se rejoint en fait dans vos 2 propositions. Alors évidemment, là, on fait de la théorie. Hein. Mais je veux dire, ça va dans la même direction dans le sens où c'est en fait, donner plus la responsabilité peut-être aux profs qui sont sur le terrain qu'à des gens qui n'y sont pas ou n'y sont plus. Parce que finalement, on voit beaucoup de profs qui font grève, mais on n'entend pas finalement notre message des fois, qu'on ne fait pas grève, des fois pour... Si, tout le monde sait que c'est parce qu'on est des branleurs et que, enfin, je veux dire, tout le monde le dit aux médias, les glandeurs ils font encore grève. Non mais Donc, je plaisante, je te rejoins en fait, mais c'est vrai. Alors qu'est-ce que tu fais, Philippe? Donc, parce que les 2 ont répondu. Il reste Philippe et moi, ministre de l'Éducation nationale. Demain, que fais-tu? Moi, je rejoins ce que vous avez dit tous les deux. C'est de toute façon, il faut qu'à la base, on écoute les enseignants, les besoins des enseignants. Parce qu'il y a eu un grand nombre de réformes qui ont été menées sans avoir écouté. Et Ouais, je même pense en opposition. ou en opposition. Moi, Et tout te laisse finir d'abord. Je pense qu'à l'heure actuelle, les gens, c'est ce qu'ils demandent dans notre profession, mais dans d'autres professions aussi, c'est être un peu écouté, quoi. Et c'est vrai qu'on ne peut pas mener des réformes à l'encontre d'une profession. Qu'on leur fasse confiance. Ça se rejoint tout après, Oui. Ça va dans le même sens. Hein. Donc ça va dans le même sens. Mais moi, je rejoins Et une dernière chose, Ouais, vas-y. une vraie augmentation de salaire. Oui, une vraie augmentation de salaire, ce serait bien. Je pense que ça joue sur ce que je disais tout à l'heure, d'ailleurs, que plus aucun étudiant veut faire prof. Quand ils peuvent faire ingénieur, je pense que le salaire joue pour pas mal. Ils savent que c'est mal payé. Ouais. C'est ce qu'ils regardent, les élèves. Moi, les élèves de 3e, quand on fait une fiche métier, ils regardent d'abord le salaire. Hein. Ouais, là, c'est des morts que tu dis, attends, bac plus 5, un concours en plus, donc ça veut dire que ça se trouve, ça marche pas, et en plus, t'es mal payé. Moi, je vous rejoins déjà à tout ce que vous avez dit par rapport aux profs, et notamment ce que t'as dit, Philippe. Pour moi, les réformes de Blanquer, notamment autour de Parcoursup, de la première, de la terminale, donc je connais plutôt la partie lycée, je trouve qu'il y a eu beaucoup de points qui étaient vraiment très très mauvais dans cette réforme, et où les élèves le payent très cher dans le supérieur. Et ce qui est fou, c'est qu'on a tous dit, surtout ne faites pas cette réforme, enfin les profs de manière quasi unanime, et ils n'ont rien écouté du tout, et à tel point après de revenir sur des points et de en fait faire du rafistolage au lieu d'avoir fait une vraie réforme. Donc pour moi, ça c'est vraiment honteux ce qui a été fait. Un gros mépris des enseignants. Mais bon. Mais moi, du coup, je vais être obligé de trouver autre chose, comme vous avez déjà mis le doigt sur le truc le plus important, je pense, qui est effectivement redonner
Mettre le bébé entre les mains des profs, ouais, ça serait le premier truc. Moi, il y a quelque chose dont on parle peu, où je pense qu'il faudrait quand même y réfléchir, mais par contre ça demande des modifications sociétales qui vont au-delà de l'éducation nationale. On a quand même ce fameux truc où, tu sais, collège, lycée supérieur, tous les gamins commencent à 8h. Et en fait, quand tu regardes la chronobiologie, les horloges circadiennes, comment ils sont câblés à cet âge-là, en fait, je vais pas dire que tu les déglingues. Mais ton horloge circadienne fait que quand tu arrives à l'adolescence, jeune adulte, etc., tu te décales vers des heures plus tardives. Donc logiquement, si tu suis ta chronobiologie, tu te couches plus tard, tu te lèves un peu plus tard. Et en fait, tu as plein d'élèves en leur demandant de venir à 8h. Déjà, tu es sur un rythme qui va être compliqué. Alors que nous, à nos âges, c'est normal d'être prêt à travailler à 8h. Et je pense qu'il y a une non prise en compte, on va dire, de la physiologie de l'ado jeune adulte. Ça, c'est un des premiers points. L'autre deuxième point, et c'est un des rares trucs que je reconnais à Macron, parce qu'il a joué là-dessus, c'est de mettre de l'activité physique plus régulière chez les enfants. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'on a trop occulté. Tu vois, moi, je le vois avec des élèves de prépa. Ils sont assis sur leur chaise 8 heures par jour, tu vois. Et moi, c'est pour ça que je leur donne un cours d'initiation aux arts martiaux le mardi soir pour les sensibiliser à ça et leur faire du bien mentalement. Mais je pense que même dans les salles de classe, en fait, on devrait apprendre aux gamins à bien respirer. Tu vois, on t'apprend pas à respirer, en fait. On t'apprend à faire des maths, du français, etc. Mais qui t'apprend à respirer, même dans les cours de sport? Comment on respire bien? À bien bouger, au fait que même quand tu es assis, il faut que tu sois mobile, il faut que tu puisses bouger. Et tu vois, moi, je verrais plus... Pour moi, voilà, au lieu de vouloir, tu vas toujours charger les programmes, modifier les trucs dans les programmes, il faudrait peut-être réfléchir en fait au bien-être en fait de nos gamins, tu vois, de te dire en fait si ton enfant il dort bien, si tu l'éduques à bien manger, si tu lui apprends à bien respirer, à bien bouger, à bien gérer son stress, et après tu pourras effectivement lui demander des volumes de travail et des exigences plus importantes. Mais en fait, je trouve qu'aujourd'hui, des fois, tu as un contexte qui est devenu stressant et qu'on en oublie les fondamentaux. Moi, je récupère des gosses à 19 ans, des fois, ils respirent mal, ils sont en respiration claviculaire, hyper stressés, ils ont du mal à te parler. Là, tu te dis, attends, t'as 19 ans, et juste le fait qu'on ait une conversation, ça te met en stress, tu deviens tout rouge, tu vois, et c'est pas un cas isolé. Moi, je pense qu'il faudrait réfléchir à ça, respecter plus la biologie, la physiologie des jeunes, apprendre à respirer, apprendre à bien bouger, et après, quand t'as des gens qui sont bien dans leur peau, tu fais beaucoup plus de choses. Moi, les élèves, des fois, je les laisse debout. Des fois, parce que moi, j'ai des tabourets, mais c'est vrai, rester assis pendant X temps. Du moment qu'ils travaillent et qu'il n'y a pas de souci, je les laisse debout. Mais tu sais que c'est un truc que j'aimerais faire. Alors je sais pas comment faire encore, je sais pas combien t'en as, parce que moi tu sais j'ai une classe de... Là l'année prochaine je crois que j'en ai 42 ou 45. Et du coup j'ai envie de leur dire en fait pour les cours vous pouvez vous lever, vous mettre comme vous voulez pour qu'ils soient pas statiques assis. J'aime pas ça, mais en même temps il y a une demande de prise de notes qui est assez exigeante. Et en fait je me dis si les premiers se mettent debout, ceux derrière ils voient plus et tout. Donc faut que je trouve, tu vois, comment mettre ça en place. Mais ouais j'aimerais bien moi qu'ils puissent... Alors je comptais leur donner des techniques, peut-être leur apprendre, prendre une demi-heure, leur dire voilà comment vous pouvez bouger quand vous êtes assis. Leur montrer que si t'as une balle d'automassage en fait tu vas pouvoir faire des petits points d'appui, des machins. Faut que je réfléchisse aux... Des balles, tu sais, les grosses balles, des gros petites balles de... Non, qui soient assis sur Ah oui, tu parles des gros ballons, ouais. Comme ça, ils touchent leur bassin. Ça, c'est bien, ouais. Mais après, t'en as quand ils restent longtemps assis dessus, ils vont pas forcément être bien, mais c'est à voir, c'est à tester. C'est chacun prend quand il a envie. Chacun prend ce qu'il veut. Peut-être que je vais mettre des gros ballons dans la salle de classe, ouais. C'est une idée. Ce que vous dites là, pour moi, c'est vraiment un point... Moi, ça m'a rendu fou de rester assis toute la journée en classe. Je kiffais les cours, je kiffais ce que j'apprenais, mais le point le plus dur, c'était... Je montais en électricité, je montais en pression, il fallait que je me lève, que je bouge. Et je leur disais, en fait, vos cours, ils sont super, j'adore l'école. Mais juste là, j'ai besoin de sport, j'ai besoin de décharger cette énergie-là, tu vois. Et c'est pour ça qu'il y a un problème avec ça, quand même. Ah, il y a un problème. Il y a un gros problème avec ça. La prépa à grec où j'avais 4 heures le matin, 4 heures le soir, moi, les dernières 4 heures, des fois, j'en avais un peu marre et je me disais, mais mes élèves, comment ils font, quoi. Du coup, en lycée pro, ce qui est bien, c'est quand on a des matières comme les sciences physiques, voire l'atelier, quand on a des élèves qui sont hyper actifs, on leur file des missions. Ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure par rapport à tout le suivi qu'il peut y avoir, les cours de la réussite, le tutorat, etc. Moi j'avais un élève cette année en 3e prépa métier, il tenait jamais en place. Par contre, on nous a averti avant, on avait eu des réunions, on avait le profil de chaque élève, notamment ceux qui pouvaient poser problème entre guillemets. C'est vrai que pour moi qui les avait en sciences physiques, c'était du luxe, parce que justement ce gamin-là, j'y donnais plein de missions et il s'épanouissait, il restait pas assis, quoi. C'est bien ça. De temps en temps, il restait un peu assis quand il y avait besoin de faire une manip, de façon à ce qu'il se reste quelques minutes concentré, parce qu'on sait qu'au bout d'un moment, ils ont un temps de concentration qui est assez limité. Mais par contre,
je faisais en sorte, quand je les avais, de le faire bouger le plus possible. Ça aussi, ça fait partie de ce qu'on doit savoir. En plus, tu sais qu'on apprend mieux quand on bouge, alors, dans une certaine mesure évidemment, sûr. Mais c'est une erreur d'être figé. Ah ouais, non, mais je suis d'accord. Et puis bon, quand tu les as en TP, c'est quand même mieux qu'ils bougent que rester assis sur une chaise ou sur un tabouret. Et des fois dans certaines positions, hein. Je vais un peu loin, mais moi on m'interdisait de me mettre en tailleur. Je suis pratiquement tout le temps en tailleur. Ah oui, il me disait tu mets pas les pieds sur la chaise, tu te mets pas en tailleur. Ah ouais, moi je m'assois des fois. Ah oui, moi aussi, souvent. Exactement, je mets tout le temps ma jambe. Genre juste, si t'as des copains à côté de toi, tu sais, il faut que tu te mettes un peu de profil pour pas. Voilà. Mais ça, moi c'est un truc qu'on m'a interdit où tu te dis en fait faut être tout droit, mais ça fait pas du bien au dos, c'est pas normal. Enfin, pour moi, il y a un truc de posture et de bouger qui est très important. En fait, la bonne position quand t'es assis, c'est la suivante. Comme dit mon père, major mouvement. Ouais, non, mais c'est à partir du moment où quelqu'un te dit la bonne position, c'est les pieds comme ça, tu te tiens droit, etc. Laisse tomber. Ouais. La bonne position, c'est la suivante. Donc tu changes une jambe sur l'autre. Ah oui, pas toujours la même, machin, etc. Tu peux te plier, tu peux t'étirer, mais même assis, il faut apprendre à bouger. Peut-être, tiens, on va dire aux gens qui regardent la vidéo, si ça vous dit un tuto pour apprendre à bouger assis, vous mettez assis en commentaire. Ces gens, ils me croient qu'ils assis, tiens, t'auras ta friandise. Non, mais en vrai, il faudra faire un sujet là-dessus. Et c'est la vidéo, vous pourrez la partager à vos profs qui vous interdisent d'être assis comme vous voulez. Tout à fait. Je commence par qui? Arnaud, est-ce que tu te vois faire ce métier toute ta vie? Bonne question, je ne sais pas. Pour l'instant, je dirais oui, mais peut-être pas faire toute ma carrière dans l'établissement où je suis. Oui, ouais, non, je voulais dire ce métier, être prof. Être prof toute ta vie. Être prof toute... Bah après, ça dépend par rapport les élèves que tu as. Tu vois, si tu fais prof jusqu'à, allez, on va dire 67 ans, il faut aller au collège. La réponse, c'est non. Si tu pars à l'université, oui, pourquoi pas. Okay. Je pense qu'en collège, non, c'est pas possible. La charge est trop... ça demande trop d'énergie. Un des problèmes de recrutement qu'on peut avoir au niveau de l'enseignement, c'est peut-être aussi par rapport à ça. Ouais. Il y a des jeunes qui ne veulent pas s'engager en se disant bah, « moi, je ne veux pas faire prof toute ma vie ». Tu vois? Oui. Et en fait, après, dans les filières scientifiques, on va dire scientifiques et techniques, je pense qu'il y a toujours un moyen de reconversion beaucoup plus facile que sur un domaine... prof de français. En fait, il y a beaucoup de gens, ils se retrouvent coincés, mais j'ai aussi beaucoup de gens, des fois, qui ont fait un autre métier avant, et ils arrivent en se disant « Ah, j'en ai marre de mon métier, du coup, je vais faire prof », et qui, au bout d'un an ou deux, font une dépression, parce que c'est trop dur. Mais ils peuvent revenir à l'ancien métier, alors que quand tu démarres prof, des fois, tu as du mal à sortir, à aller sur autre chose. Enfin, en tout cas, moi, de ce que j'ai vu dans mon entourage, en tout cas. Donc, voilà, faire ça toute sa carrière, ça dépend dans... Ça dépend dans quel contexte. Toi, Philippe? Alors, ça va faire un peu prétentieux, mais je pense que je ferai ça jusqu'à la fin de ma vie. Ouais. Enfin, jusqu'à la fin de ma vie professionnelle, pas jusqu'à la fin de ma vie. Je me suis posé la question il y a une dizaine d'années à changer. J'ai plusieurs cordes à mon arc et si à un moment donné des conditions économiques avaient été plus optimistes et plus acceptables, j'aurais peut-être quitté le métier il y a une dizaine d'années. Parce qu'il y avait des choses qui ne me convenaient pas. Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui ça va mieux alors? Je pense que le fait de m'être remis en question, d'avoir changé ma façon de travailler, d'avoir envisagé de nouvelles choses dans ma façon de travailler, le changement de pédagogie. D'avoir du renouveau en quelque sorte. D'avoir du renouveau, d'avoir repris les études, repassé les concours, m'a donné un élan nouveau. Et je sais que je change de perspective de travail. Donc, de toute façon, il faut que tu progresses. C'est ça. Ouais, t'es obligé. C'est ça. Moi, je me vois bien jusqu'à la fin de ma carrière. Après, ça dépendra des conditions aussi dans lesquelles je serai. Parce que je ne me voyais pas finir, malheureusement, je ne me voyais pas finir au lycée pro. Voilà, parce que ça commençait à devenir dur. Enchaînement des réformes qui n'avaient plus beaucoup de sens. Ouais. Voilà. Nelaï ? Et ben moi, tant que je suis motivée, je continue. Voilà, donc c'est vrai que c'était quand même une vocation, donc je l'ai toujours. Mais j'ai déjà réfléchi en me disant, est-ce que je changerais? Mais bon, ça dépend comme des conditions, comme finalement mes collègues. Quoi. On en revient tous à la même chose. Ouais. Je me dis, voilà, je continue, puis on verra. Si à un moment donné, j'en peux plus, peut-être que je changerai. Mais pour l'instant, je suis très motivée. N'empêche, dans les enquêtes, après le salaire, c'est les conditions de travail qui arrivent. Dans le mal-être des profs. Bah moi j'ai pas mal de collègues là, qui se sont barrés cette année et l'année dernière, qui ont voulu faire autre chose parce que conditions de travail trop déplorables, des fois pas de reconnaissance de la hiérarchie, des fois pas assez de perspectives d'évolution, bref ça dépend mais ça va quand même pas mal. Après je pense que tous les quatre on est dans des établissements, on a la chance, on est peut-être pas représentatif, on est dans des établissements où on se sent bien, globalement, donc attention faut pas
ne faudrait pas que les gens y croient qu'on est forcément représentatif de la majorité. Je pense que quand on arrive en début de carrière, il n'y a aucun de nous qui est en début de carrière là en fait. Et ça joue énormément. Et quand on arrive en début de carrière, il y a aussi la mobilité, on en parlait hier avec Arnaud, mobilité géographique qui joue beaucoup parce qu'on n'est pas maître de ça. Si on n'est pas prêt à être envoyé ici ou là, déjà, c'est mort. Et du coup, moi, je finis. Moi, j'irais dans les conditions actuelles, oui. J'ai toujours la flamme, j'adore mon boulot et même de plus en plus. Et un peu pour ce que tu dis, c'est le côté de se remettre en question, de continuer d'apprendre. J'apprends de mes élèves des fois à travers les TIPE, j'essaye des nouveaux trucs, etc. Donc ça, c'est hyper stimulant. Et de pas te sentir au bout. Et moi, il y a aucune année où j'ai juste repris mon cours de l'année d'avant et où je suis venu donner mon cours. Je sais que des fois dans la tête des gens il y a ce truc là, mais je pense que dans la pratique ça existe pas souvent. Je pense pas que ce soit nombreux à le faire. Donc moi la flamme elle est toujours là, elle grandit, mais après voilà, c'est vrai que au vu des dernières réformes, on verra comment ça évolue, mais si je me dis demain on me dit faudrait avoir plus de classes et plus de ceci, parce que moi il faut garder un truc en tête, c'est que je vis dans le luxe, hein. J'ai une classe, je m'occupe d'eux à temps plein, donc je suis aux petits oignons pour chacun des étudiants, je peux les coacher de manière personnalisée, etc. Mais si demain on me dit en fait tu fais le même volume de travail avec 3 classes, tu passes d'un enseignement hyper qualitatif à quelque chose de médiocre pour ce niveau-là. Je pense que si ça devait arriver, je m'en irais. Mais que dans les conditions actuelles, je suis prêt à continuer pour très longtemps. Du coup, voilà, et c'est aussi pas de manière anodine. Quand il y a en fait développé le côté YouTube, développé le côté arts martiaux, sport de combat, d'avoir plusieurs cordes à mon arc, je me dis aussi quand je vois les collègues qui des fois sont partis, moi je fais toutes ces activités-là par passion, mais aussi en me disant je resterai, j'espère, jusqu'à la fin de ma carrière, mais je resterai pas dans l'obligation, quoi. Je resterai parce que j'ai envie et parce que je suis bien. Et si à un moment on me dit regarde tes conditions, elles sont nasbrock, moi je dirais c'est pas grave, j'ai plein d'autres choses à faire. Donc en fait, on a tous les 4 la même réponse en synthétique. Tout à fait. C'est contextuel. C'est tant que les conditions nous permettent de travailler bien, on continue. Ouais. La dernière question, c'est pas une question, c'est est-ce qu'il y a quelque chose que vous souhaitez ajouter de manière libre pour conclure cette vidéo? Content d'être venu à Toulouse, parce Ouais. que c'était une promesse. J'avais fait à Raphaël en Il y a disant 3 ans. il y a 3 ans, je viendrai. Et puis content que ça se soit concrétisé sous ton impulsion. C'est sympa, et puis merci à Raphaël de d'avoir nous accueillir. Un grand merci. C'est vraiment sympa. Plaisir partagé. C'est Et ça. puis de faire connaissance en dehors d'un écran. C'est Tout ça. à fait. Ça, c'est quand Et même voilà. bien. C'était, Parce je qu'on n'a crois, pas ce que je l'occasion. t'avais dit par mail. Ce serait bien qu'on se voit Ouais. en dehors d'un écran. En fait, Déjà, merci d'être venu. Merci à vous qui avez regardé. Vous m'avez beaucoup remercié pour le programme, mais moi je vous remercie aussi parce que c'est aussi un programme en fait qui est interactif où moi, à travers l'échange, et donc Arnaud qui était mon rôle acteur caché dans la première promo, la promo alpha, et ensuite avec vous, etc., que je progresse déjà pour ce programme, mais je progresse aussi de manière tout court, quoi, dans la façon dont je peux enseigner la chimie organique, la thermochimie, la chimie quantique, et donc c'est les échanges entre collègues qui nourrissent ça. Et en plus, la cerise sur le gâteau, de se voir en vrai et de se faire un petit week-end ensemble, c'est très très chouette, donc je suis ravi. Je sais pas trop comment conclure, mais je suis très content. Merci. Si, Mais je suis chaud. on va te souhaiter bon appétit. Voilà. Ouais. Moi j'ai mangé 4 magrets. Voilà. on peut à la venir, vôtre, on boit souvent ici. Mais là, c'est sans alcool. Allez, cheers. Allez, team. Santé. Chin, Santé. chin. À la bonne vôtre, les amis chimistes. Chin. 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 Et voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Pour nous, c'était génial de pouvoir échanger comme ça, de vous le proposer. Donc surtout, mettez-nous un maximum de commentaires. N'hésitez pas à échanger avec nous. Je pense que les collègues qui étaient présents se feront un plaisir de venir également échanger avec vous dans les commentaires. Si d'autres vidéos autour de l'éducation, autour de ces problématiques vous intéressent, que vous voulez qu'on rentre dans le détail, évidemment, je me ferai un plaisir de faire ça avec ces mêmes collègues ou d'autres collègues qui d'ailleurs pourront venir être invités sur la chaîne. Et si ça vous botte d'ailleurs, n'hésitez pas à me le signaler également en commentaire. Voilà, prenez soin de vous et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, à la vôtre. Santé. 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 Santé.